Certains de nos plus grands auteurs ont beau être passés par l'Académie française, comme La Fontaine, Racine, Voltaire, Hugo et j'en passe, tous n'ont pas réussi à y mettre les pieds, et le cas d'Émile Zola à ce titre est particulièrement intéressant, puisqu'on a beau le considérer aujourd'hui comme un des plus grands auteurs du 19e siècle, entre lui et l'Académie française ça n'a jamais fonctionné, et pourtant c'est pas faute de sa part d'avoir insisté, puisqu'il s'est présenté à 25 reprises, et qui s'est fait refuser tout autant de fois. Du coup, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de creuser les raisons de ces refus pour comprendre pourquoi Zola, qui était pourtant à son époque un écrivain déjà populaire et reconnu, d'ailleurs dans les années où il candidate à l'Académie française, il est au sommet de sa gloire, eh bien pourquoi il a jamais réussi à entrer dans l'institution la plus prestigieuse à son époque pour couronner une carrière littéraire. Et pour bien comprendre ce qui va suivre, comme d'habitude, de petites présentations s'imposent pour comprendre cette histoire loupée entre d'un côté l'Académie française et de l'autre Émile Zola. Alors commençons par l'Académie et par rappeler ce qu'est vraiment cette institution. Elle est fondée de façon officielle en 1635 par le cardinal de Richelieu qui lui confie la mission d'uniformiser la langue française parce que, en fait, au début du XVIIe siècle, chacun parle et écrit un peu comme il veut, dans le sens où les mots n'ont pas forcément une orthographe très fixée. Par exemple, aujourd'hui, on dit juste une hirondelle, mais à l'époque, on pouvait aussi dire une arondelle ou une hérondelle. Donc l'idée, c'est de fixer un cadre, des règles pour uniformiser la langue et faire en sorte qu'elle soit plus compréhensible par tout le monde, parce que, évidemment, si pour chaque mot, vous avez des dizaines de façons possibles de le prononcer et de l'orthographier, c'est compliqué de vous y retrouver et de communiquer. Avoir des bases communes, dans le fond, c'est ce qui fait tout l'intérêt du langage. Alors à la base, pour exécuter cette mission d'uniformisation et de protection de la langue, l'Académie est censée rédiger 4 ouvrages, un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique, mais dans les faits, elle va juste s'occuper du dictionnaire parce que d'autres institutions ou d'autres auteurs en dehors d'elle, au fil du temps, vont se charger du reste. A noter que, encore aujourd'hui, l'une des principales missions de l'Académie française, c'est de tenir à jour ce dictionnaire, et on en est maintenant à la 9e édition, qui aura pris un temps fou à rédiger, puisque le premier tome de cette édition est sorti en 1992, le deuxième en 2000, le troisième en 2011, tandis que le quatrième, hasard du calendrier, est paru cette semaine. Et ce dictionnaire, dans les faits, ça reste la principale contribution à la langue française qu'exécute vraiment l'Académie, même si personne le lit, puisque à chaque fois qu'il sort, comme il est trop long à rédiger, il est déjà obsolète. Et d'autre part, si personne le lit, c'est aussi parce que, il faut le dire, l'Académie n'exerce aucune autorité normative. En gros, l'Académie française ne définit pas les règles et les usages qui font que vous écrivez dans un français correct, par exemple quand vous passez une épreuve du bac. Dans ce cas précis, en France, cette autorité revient à l'Éducation nationale. Donc tout ce que fait l'Académie française, c'est qu'elle observe comment les gens parlent et écrivent, quel vocabulaire ils utilisent, etc. Et ensuite, elle fait des recommandations, et comme c'est une institution historique et qu'elle jouit d'un certain prestige, elle peut influencer différents acteurs, que ce soit des politiques, les auteurs eux-mêmes, etc. Mais c'est vraiment tout ce qu'elle peut faire, elle n'a pas de pouvoir normatif, elle a juste une autorité morale. Du coup, c'est quoi l'intérêt d'entrer à l'Académie française quand on est un écrivain si l'Académie n'a justement pas tant de pouvoir que ça? Et vous vous en doutez probablement, mais c'est juste de bénéficier de son prestige. Pour un écrivain, entrer à l'Académie, ça fait bien, et surtout au 19e siècle où c'est en quelque sorte la consécration ultime pour un auteur. Pourtant, paradoxalement, je le précise, mais il n'y a pas forcément besoin d'être écrivain pour entrer à l'Académie. Les noms les plus célèbres qu'on cite pour montrer qui est passé par là sont le plus souvent en effet des philosophes, des poètes, des romanciers ou des dramaturges, mais l'Académie a aussi reçu en son sein des hommes politiques, des historiens, des médecins, des militaires, des critiques d'art, etc. Anecdote amusante, elle se donne officiellement la mission d'uniformiser la langue, comme on l'a vu, et pourtant, au début du XXe siècle, après 265 années d'existence, elle n'avait accueilli qu'un seul linguiste. Bon, après, en vérité, à mon sens, ça s'explique aussi et surtout par le fait que la mission que se donne l'Académie est plus symbolique qu'autre chose, et que dans les faits, l'Académie, c'est moins une institution qui protège la langue qu'un club très privé d'écrivains ou de gens qui s'intéressent à la littérature. D'ailleurs, son côté très select, très VIP, concourt en partie à son prestige. C'est difficile d'entrer à l'Académie parce qu'il n'y a que 40 fauteuils, et comme chaque académicien est nommé à vie, à moins qu'il y ait un mauvais virus qui circule, il n'y a pas non plus une nouvelle place qui se libère chaque semaine. En tout cas, vous le comprenez, quand un académicien meurt, eh bien il libère son fauteuil, et ce sont les autres académiciens qui choisissent son remplaçant parmi différents candidats. Pour être élu, il faut obligatoirement qu'un candidat obtienne la majorité des suffrages, donc si c'est pas le cas lors du premier tour, il y a un second tour, un troisième tour, etc., jusqu'à ce qu'un candidat obtienne la moitié des voix plus une. Une fois élu, le candidat, qui devient donc un académicien, gagne aussi, pour l'anecdote, le droit de revêtir l'habit vert propre aux membres de l'Académie, qu'on appelle aussi les immortels, non parce qu'ils sont nommés à vie, mais en référence à la devise de l'Académie, à l'immortalité, qui désigne elle-même la langue française. Et parce qu'on n'en fait jamais assez avec le folklore, les académiciens, après leur élection, se voient aussi remettre une épée personnalisée pour signifier leur appartenance à l'Académie. Ils sont censés se réunir aussi au moins une fois par semaine pour discuter de leur dictionnaire ou de l'institution en général, bref, ils font des réunions. Je sais pas trop à quel point ces réunions sont utiles et à quel point les académiciens sont tous assez
assidu là-dessus. Ça doit quand même être super relou d'hériter d'un rendez-vous hebdomadaire à vie tous les jeudis à 15h, parce que c'est l'horaire où ils se retrouvent. Donc ça m'étonnerait pas qu'il y ait quand même pas mal d'absentéisme. Enfin bon, après on va pas les plaindre, s'ils sont entrés à l'académie, c'est qu'ils le voulaient bien. Et donc du coup, en 1889, année de sa première candidature, c'est cette institution que Zola ambitionne de rejoindre. Pour le présenter rapidement, à ce moment-là, Zola est vraiment au sommet de sa gloire. Il a quasiment fini sa fresque romanesque des Rougon-Macquart, dans lesquelles on retrouve par exemple l'Assommoir, Germinal ou Au bonheur des dames, et il est déjà reconnu comme étant le chef de file du naturalisme, un mouvement littéraire qui rompt avec le romantisme et qui prolonge ce qu'est le réalisme. C'est important de relever ça, notamment pour ce qui va suivre, donc pour plus de clarté, je me permets quelques explications à ce niveau. Grosso modo, on peut dire que le romantisme, c'est l'exaltation des passions à travers des histoires idéalisées. À ce titre, le plus connu des romantiques, c'est Victor Hugo. Le réalisme, lui, s'oppose au romantisme, puisque au lieu d'idéaliser des passions, des sentiments, il se veut plus objectif, plus proche de la réalité, et dans ce mouvement, on peut citer Flaubert ou Balzac. Le naturalisme, quant à lui, avec Zola, s'inscrit dans la continuité du réalisme, il reprend son parti pris en termes d'objectivité et de description de la nature, mais il va aller encore un peu plus loin et il va y ajouter les enseignements des sciences humaines et sociales, et il va porter encore plus d'attention aux détails pour raconter de la façon vraiment la plus fidèle possible ce qu'il observe. Conséquence de ce mouvement, les romans de Zola sont très documentés puisque basés sur des enquêtes, sur des observations, et que, en précurseur de Céline, Zola utilise parfois une langue assez populaire dans ses textes, pas forcément très littéraire, puisque par exemple pour coller à la réalité des faits, s'il met en scène des ouvriers, eh bien il les fait parler avec leur langage à eux, même si c'est pas la façon la plus belle, surtout aux yeux des romantiques, d'écrire des dialogues. Du coup, en tant que chef de file du naturalisme, Zola a beau être devenu un auteur à la fois populaire et reconnu par ses pairs dans les années 1890, il se traîne quand même une réputation assez controversée qui déplaît, on va dire, aux lettrés les plus conservateurs, qui sont encore empreints de romantisme et qui trouvent parfois son parti pris naturaliste limite vulgaire. Et quand je dis qu'il est controversé, je précise, mais je parle même pas de l'affaire Dreyfus qui n'a aucune influence ici pour une raison, c'est que lorsqu'il écrit son célèbre article « J'accuse » en une de l'Aurore pour prendre la défense du lieutenant-colonel Dreyfus, on est en 1898, soit 4 ans avant sa mort, et ses candidatures à l'Académie française précèdent toute cette date. Donc ce que je veux dire, c'est que même avant l'affaire Dreyfus, pour lequel on le considère aujourd'hui comme un héros mais qui lui a valu d'énormes problèmes à ce moment-là, Zola était déjà perçu comme un auteur sulfureux et controversé. Un autre exemple que je peux citer pour vous montrer le personnage qui va dans ce sens, c'est en 1867 lorsque son ami le peintre Paul Cézanne est refusé au salon de peinture et de sculpture pour exposer son travail. Un journal se moque de lui et Zola prend sa défense dans un article. C'est une position un peu outrageuse pour l'époque parce que, pour rappel, Cézanne c'est un impressionniste et à cette époque les critiques d'art qui ont vraiment de l'influence détestent les impressionnistes et les empêchent d'exposer leur travail dans les endroits les plus prestigieux. Donc ça donne une petite idée quand même du tempérament de Zola qui est plus, on va dire, un innovateur dans le sens où il loue la modernité dans la peinture et qui propose une démarche nouvelle dans le roman qu'un conservateur qui se contenterait de perpétuer une tradition artistique. Une chose aussi que j'ai envie de préciser pour l'anecdote, c'est que avant de candidater pour intégrer l'Académie française, Zola a un côté un peu moqueur vis-à-vis d'elle. Par exemple, dans un article paru en 1866, il imagine une scénette où Gustave Flaubert, qui deviendra par la suite son ami et qui n'est pas membre de l'Académie française, aurait soudainement eu envie de la rejoindre. J'imagine qu'un académicien vienne à mourir, je ne nomme personne, ils sont tous mortels, et que Monsieur Flaubert, pris d'une fièvre subite, pose sa candidature. Le plus galant homme est sujet à des défaillances soudaines, à des appétits malsains et immodérés. Bref, il se moque gentiment de l'Académie en disant que pour qu'un écrivain aussi talentueux que Flaubert y postule, il faudrait forcément que ses facultés mentales soient altérées. Dans la suite de l'article, il imagine une conversation qui n'a évidemment jamais eu lieu, où Flaubert cherche à courtiser un membre de l'Académie, à savoir un certain Désiré Nisard, et où Zola présente ce dernier un peu comme un idiot, qui arrête pas de lui demander quels sont ses titres, ce qui est une façon de dire « qu'est-ce que vous avez fait pour entrer à l'Académie ?» Et Flaubert répond qu'il a écrit Madame Bovary, Salammbô, etc. Et l'autre à chaque fois lui fait comprendre que c'est peu de choses et même que c'est de la littérature facile. Bref, il présente Nisard, pourtant académicien, comme un type qui entend décidément peu de choses à la littérature moderne. Et surtout, l'article se termine avec la phrase « Je souhaite que cette scène imaginaire devienne le cauchemar de Monsieur Flaubert s'il a jamais une véritable attaque de fièvre académique. » Donc en gros, il dit qu'il espère que Flaubert ne s'abaissera jamais à vouloir entrer à l'Académie, comme s'il valait mieux que ça. Je vous ai mis le lien de l'article complet en description pour ceux qui veulent le lire. En tout cas, quand on connaît la suite de l'histoire, c'est assez ironique de découvrir ça, puisque en effet, Flaubert ne candidatera jamais à l'Académie, tandis que Zola, comme on l'a déjà dit, postulera 25 fois pour y entrer, comme quoi il faut peut-être jamais se moquer de l'avenir. Pour les fans de Zola,
Zola, petite précision, je dis évidemment pas ça pour le descendre. À chaque fois que je raconte une anecdote où un auteur a en quelque sorte le mauvais rôle, il y en a toujours pour s'offusquer et même nier la réalité des faits. Zola, c'est un auteur que je respecte beaucoup, que j'aime bien, c'est juste que je trouve ça amusant parfois de tomber sur des histoires où un personnage qu'on admire, qu'on auréole, se comporte en fait d'une façon très humaine, très commune et n'est pas si différent de bien des gens dans ses attitudes ou ses réactions. Zola, avec le temps, a changé son fusil d'épaule, il était hostile à l'académie puis il a voulu la rejoindre. En vrai, il n'y a rien de mal à ça. Quoi qu'il en soit, des petites allusions comme ça à l'Académie française sur ce même ton moqueur, Zola en fera d'autres, notamment dans les années 1860-1870, souvent dans des articles de presse, parce qu'il était aussi journaliste chroniqueur, notamment au début de sa carrière, et d'ailleurs je le précise, mais quand il écrit cet article sur Flaubert, il n'en est qu'au tout début de sa carrière littéraire. On est en 1866 et il a publié son premier roman seulement l'année précédente, donc à mon avis, à ses yeux, à ce moment-là, il ne se voit pas forcément un jour entrer à l'Académie, parce qu'en tant qu'écrivain, il n'a pas encore fait ses preuves et il n'a aucune garantie qu'il les fera un jour, même s'il est quand même très ambitieux depuis qu'il est très jeune. Ceci étant dit, on peut maintenant faire un saut dans le temps jusqu'à l'année 1889, moment où la situation de Zola a justement bien changé, puisqu'il est désormais un auteur établi, et que pour affirmer encore un peu mieux la reconnaissance qu'on lui témoigne, tout ce qui lui manque, c'est d'entrer à l'Académie, raison pour laquelle il pose une première candidature. Donc le 2 décembre 1889, il écrit au secrétaire perpétuel de l'Académie, qui est en quelque sorte le chef des académiciens: « J'ai l'honneur de vous prévenir et je vous prie de faire savoir à l'Académie française que je pose ma candidature au fauteuil devenu vacant par la mort d'Émile Augier. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire perpétuel, l'assurance de ma haute considération, Émile Zola. » Le truc, c'est que pour candidater à l'Académie, il est d'usage en effet d'écrire une lettre pour se porter candidat et ensuite il convient de faire une visite de courtoisie en tête-à-tête avec chacun des académiciens. Néanmoins, ce qu'il faut dire, c'est qu'avec sa lettre, Zola fait vraiment le minimum syndical. En principe, c'est pas une règle, mais c'est une convention qui est respectée par de nombreux académiciens. Cette lettre, c'est supposé être une sorte d'exercice de style, donc on attend de l'auteur qu'il fasse preuve d'esprit, qu'il fasse des efforts, qu'il soit éloquent, bref, qu'il se présente sous son meilleur jour pour plaire à l'Académie et qu'il la brosse un peu dans le sens du poil. D'autre part, respect oblige, le candidat est censé aussi montrer un peu de considération pour l'académicien qui est décédé, donc avoir quelques mots, quelques phrases à son égard, ça fait bien. Or ici, comme vous le voyez, la lettre de Zola est très courte, très factuelle et il fait clairement aucun effort de style pour séduire l'Académie, donc ce genre de lettre, pour commencer, ça joue pas beaucoup en sa faveur. Alors vous vous dites peut-être, oui mais c'est que sa première lettre, après il fait peut-être mieux, mais en vérité pas du tout, il va candidater 25 fois sur une période de 7 ans et à chaque fois ses lettres sont assez timides en termes de style et d'éloquence. Pour vous donner un aperçu, dans la dernière qu'il rédige, il écrit à Monsieur Gaston Boissier, secrétaire perpétuel de l'Académie française: Monsieur le secrétaire perpétuel, j'ai l'honneur de vous avertir et je vous prie de faire savoir à l'Académie française que je pose ma candidature au fauteuil de Monsieur le duc d'Aumale et à celui de Monsieur Henri Meillac. Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire perpétuel, l'assurance de ma haute considération, Émile Zola, Médan, 23 août 1897. Alors, deux choses à relever avec cette lettre. D'abord, comme vous le voyez, c'est quasiment la même que la première qu'il a écrite 7 ans plus tôt. Et ensuite, il fait même une faute d'orthographe sur le prénom d'Henri Meillac, qui l'orthographie avec un Y au lieu d'un I. Donc, en termes de considération pour l'académicien qui est décédé, c'est pas foufou. Quoi qu'il en soit, même si avec ses lettres, Zola est loin de marquer des points, tout se joue pas non plus là-dessus. Ce qu'il convient de faire, comme je l'ai dit, c'est aussi de réaliser des visites de courtoisie chez les membres de l'académie pour se présenter, exposer ses intentions, etc. Et là, par contre, c'est un exercice qui prend vraiment très au sérieux, puisqu'il fait des visites effectivement à de nombreux membres de l'Académie. Il note même la plupart du temps l'adresse et la date où ont lieu chaque visite avec un rapide compte-rendu de ce qui s'est dit. Par exemple, de Broglie, rue Solferino 10, vu le 25 janvier, je l'ai trouvé l'après-midi vers 2h12, reste 10 minutes, accueil très poli, presque cordial, j'ai trop parlé, ne lui laissant que quelques mots d'une voix bégayante, riait par moments d'un petit rire approbatif, ne votera jamais pour moi mais n'a pas l'air de m'exécrer, votera pour Thureau d'Angin, naturellement. À chaque fois, Zola distingue les académiciens en 3 catégories, ceux qui lui sont favorables, ceux qui sont incertains et ceux qui lui sont défavorables, de sorte à déterminer qui votera pour lui et assez souvent, y voit juste. En description, je vous mets aussi un lien vers un article de Paul Aron, un docteur en philosophie et lettres de l'Université libre de Bruxelles, qui revient sur toutes les candidatures de Zola à l'Académie française et dans lequel vous trouverez toutes les notes de Zola sur ces fameuses visites. Alors, Zola a beau avoir quelques soutiens à l'Académie, comme Alexandre Dumas fils ou le poète François Coppée, s'il sera jamais élu, vous le comprenez très bien, c'est une question de mathématiques, il n'obtiendra jamais assez de voix pour obtenir une majorité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi tant de membres étaient réfractaires à une entrée de Zola à l'Académie, ou s'ils n'étaient pas farouchement opposés à son entrée, pourquoi à chaque candidature, ils lui ont préféré quelqu'un d'autre. Déjà, ça n'a pas directement à voir en fait avec les quelques tacles qu'il a pu glisser à l'Académie dans ses jeunes années,
par exemple avec son article sur Flaubert ou ses lettres de candidature très timides. Tout ça joue pas en sa faveur, mais ça l'élimine pas non plus pour entrer à l'Académie. En réalité, ce qui fait que Zola échoue à recueillir une majorité des voix à tous les scrutins auxquels il se présente, c'est surtout l'image qu'il renvoie, celle d'un écrivain sulfureux, radical, moderne, proche du peuple. Concrètement, plusieurs académiciens aussi ne connaissent pas du tout son œuvre, c'est-à-dire l'ont jamais lu, ou s'ils l'ont lu, ils ne connaissent pas vraiment Zola, ce qui fait qu'ils le jugent surtout sur sa réputation. En 1890, l'académicien Ernest Renan admet publiquement qu'il l'a jamais lu, tandis que Sully Prudhomme reconnaît qu'il s'est jamais intéressé à son œuvre. Quelques années après la mort de Zola, Thureau d'Angin, secrétaire perpétuel de l'Académie française, dira d'ailleurs: beaucoup d'entre les académiciens ne connaissaient d'Émile Zola que ses romans naturalistes et lui supposaient en conséquence des manières rudes et un langage dépourvu d'élégance. Bref, entre ceux qui connaissaient pas du tout ses livres et ceux qui lui reprochaient une certaine vulgarité parce qu'il utilisait un langage populaire pour décrire la réalité de certains de ses personnages, ce qui apparaît, c'est que Zola faisait face à une génération d'académiciens assez conservateurs et hostiles vis-à-vis de ce qu'il incarnait. Dit autrement, à cette époque, il y a aussi une espèce de clivage politique à l'Académie française, comme le souligne Paul Aron dans son article, avec d'un côté des académiciens assez conservateurs, de droite, qui sont des diplomates ou qui sont issus de l'ancienne noblesse, et de l'autre des individus qui sont plus à gauche, plus modernes, plus proches du peuple aussi, on va dire. Et Zola, sans surprise, trouve plutôt ses soutiens de ce côté-là, et malheureusement pour lui, il s'avère assez minoritaire. Alors cette scission en quelque sorte politique, ça veut pas dire nécessairement que ceux qui sont à droite ne votent jamais pour un candidat favorisé par ceux qui sont à gauche, ou inversement, mais le problème pour Zola, c'est que aux yeux des membres de l'institution qui sont les plus à droite, même s'ils lui sont pas tous définitivement hostiles, il a un côté tellement radical, tellement sulfureux, qu'à chaque fois qu'ils ont le choix entre lui et un autre candidat, ils préfèrent cet autre candidat. Néanmoins, comme je l'ai dit, Zola va pas se décourager parce que pendant 7 ans, presque à chaque fois qu'un fauteuil se libère, il pose sa candidature. En 1892, il dira même qu'il est candidat à perpétuité à l'Académie française, donc il est prêt à candidater soit jusqu'à ce qu'il soit accepté, soit jusqu'à ce qu'il meure. Mais un événement va un peu chambouler ses plans, c'est la fameuse affaire Dreyfus. En 1898, il écrit son célèbre article « J'accuse pour prendre la défense du lieutenant-colonel Dreyfus » et il sait pertinemment qu'en faisant ça, il va se faire beaucoup d'ennemis. Par exemple, il perd sa Légion d'honneur qu'il avait obtenue quelques années plus tôt et qu'il ne récupérera jamais. Preuve s'il en est qu'en écrivant cet article, il perd beaucoup de choses et il rompt définitivement avec les institutions officielles, raison pour laquelle après cet épisode, il ne candidatera même plus à l'Académie. Il sait très bien que désormais les portes lui sont définitivement fermées. En tout cas, ce que je retiens de cette histoire manquée entre Zola et l'Académie, c'est que l'une des principales raisons pour lesquelles Zola n'a jamais été élu, c'est pas qu'il était un mauvais écrivain ou que ses pairs ne reconnaissaient pas son talent, parce qu'il y en a plein qui l'ont reconnu, mais parce qu'il incarnait une image trop radicale, trop en décalage avec les idéologies conservatrices de bien de ses membres. L'Académie française, il faut le dire, c'est une institution très traditionnaliste et qui est lente à évoluer. Par exemple, la première fois qu'une femme y est entrée, c'était seulement en 1980 en la personne de Marguerite Yourcenar. Et à vrai dire, cette attitude très conservatrice, j'ai le sentiment que ça leur a fait aussi louper de nombreux grands écrivains du XXe siècle, ce qui fait qu'aujourd'hui, même si ça reste prestigieux d'être élu à l'Académie, c'est loin d'être un passage obligé pour être considéré comme un grand auteur. Évidemment, je doute pas que certains s'attristeront du fait que Zola ait jamais réussi à entrer à l'Académie française, alors qu'aujourd'hui, on pourrait considérer qu'il le méritait largement, mais de mon point de vue, en le refusant, l'Académie s'est avérée bien plus perdante que Zola lui-même. Concrètement, ça l'a pas empêché d'être un écrivain populaire et reconnu de son vivant, ni de le rester par la suite. Par contre, à chaque fois que l'Académie française a refusé des individus qui sont aujourd'hui considérés comme de grands auteurs, ça donne un peu l'impression qu'elle était incapable de distinguer avant l'heure ces grands esprits de la littérature. Alors évidemment, officiellement, c'est pas son rôle de distinguer les grands auteurs, mais dans les faits, le seul intérêt d'entrer à l'Académie, c'est le prestige, c'est de couronner des carrières littéraires, et malheureusement pour elle, en accumulant des refus qu'elle aurait mieux fait d'éviter, au fil du temps, l'Académie a quand même un peu perdu de sa superbe. Bon, après, c'est pas la seule raison non plus, il y a pas mal de choses qui en font une institution très contestée, comme ses très faibles compétences en linguistique pour éditer un dictionnaire totalement inutile qui s'est fait supplanter par le Robert et Larousse, son livre de grammaire complètement raté en 1932, ses quelques membres qui se sont avérés être des collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale, et j'en passe. Néanmoins, ce serait trop long de revenir sur tout ça, et puis c'est pas le sujet, et surtout, Linguisticae a fait une excellente vidéo là-dessus il y a quelques années, donc je vous mets le lien de cette vidéo en description si vous voulez vraiment en savoir plus sur l'Académie française. Je rappellerai juste une chose pour terminer, c'est que même si ça fait prestigieux d'être élu à l'Académie ou de recevoir des prix littéraires ou même des distinctions de façon générale, ce n'est jamais un gage de devenir et de rester un auteur qui compte. En vérité, ce sont juste des événements qui génèrent du prestige du vivant d'un auteur, qui peuvent braquer sur lui une certaine lumière, mais ce qui fait les auteurs qui durent, ce sont leurs textes, pas les récompenses qu'ils reçoivent. Et Zola en est le parfait exemple. Sur ce, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo sur les fans de Tolkien qui s'appropriaient le Seigneur des Anneaux d'une façon qui échappait totalement à l'auteur. Et en attendant la sortie de la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.